Bienvenue à cette semaine à l'école. Carl Coccaro avec vous. Aujourd'hui, on a un gros épisode. On reçoit Marc-André Girard à la co-animation et on plonge dans un paradoxe assez fascinant qui s'applique à l'éducation, qui s'applique à d'autres milieux aussi. Pourquoi est-ce qu'on a tant peur des outils qu'on réclame et dont on a besoin? Je parle ici entre autres des outils technologiques et de l'intelligence artificielle en éducation. Et plus tard, en troisième partie, on reçoit Dominique Bertrand, le directeur général du Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois. Ça, c'est le CSS qui a le meilleur taux de diplomation de tout le réseau public francophone québécois. Avant d'aller avec notre revue de presse avec Marc-André, un petit mot pour remercier l'école Vanguard. Grâce à mon rôle de bâtisseur en éducation avec l'écosystème Grand Possible, on m'a invité à participer à un atelier de réflexion sur le futur de l'école. L'école Vanguard, c'est quoi pour ceux qui ne la connaissent pas? C'est 1200 élèves. C'est depuis 1973 qu'ils accompagnent les élèves qui ont des défis, des besoins particuliers, sont des pionniers de l'adaptation scolaire. Donc, c'est 1200 élèves, primaires, secondaires, francophones et anglophones, dans le même bâtiment. Et eux, ils se sont posé une question assez fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on continue à diagnostiquer des milliers d'enfants chaque année, alors qu'il est peut-être temps de diagnostiquer le système d'éducation? Ça résonne fort avec notre thème d'aujourd'hui. Un merci à WordQ de Nureka, qui est l'outil qui commandite l'épisode d'aujourd'hui, qui est l'outil aussi qui donne une voix à tous ceux et celles qui apprennent différemment. Vous êtes prêts? On commence ça maintenant. Cette semaine, je suis accompagné de Marc-André Girard, docteur en éducation, directeur d'école, chercheur en milieu scolaire et spécialiste de la gestion du changement. Autrement dit, la personne parfaite pour répondre à la question qui nous occupe aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a peur des outils qu'on réclame en éducation? Mais juste avant, on y va avec le bulletin de nouvelles. Marc-André, merci d'être là. Merci. Salut, ça va? Ça va très bien. Passez une belle semaine? Ben oui, certainement. On est en tournant en Gaspésie auprès des gestionnaires scolaires. Fait que, on a fait le tour de la péninsule. Pas mal cool. Bon. Première nouvelle du Journal de Québec du 17 mars dernier. Nouvelle extrêmement intéressante, c'est l'intelligence artificielle pourrait faire économiser 1,2 milliard de dollars au réseau scolaire québécois. La revue Médiation et médiatisation de la TELUC estime que l'IA pourrait générer des économies de 1,2 milliard, en fait par des gains d'efficacité de 5 à 8% au niveau de l'administration, la gestion des horaires, la détection précoce des élèves à risque, la correction, l'adaptation des parcours, etc. L'idée de l'étude, en fait, c'est pas tant d'économiser de l'argent que peut-être de réinvestir ce temps-là auprès des élèves dans les classes. T'en penses quoi d'associer technologie et gains budgétaires, comme on le fait dans cette étude-là? Ben, je suis pas du tout surpris d'entendre ça. Puis on parle d'efficacité, d'efficience, et puis c'est des discussions qu'on a, nous, avec nos gestionnaires scolaires. Puis une des règles les plus importantes, c'est l'efficacité et l'efficience ne se fait jamais sur le dos des humains. Au contraire, elle se fait à travers les tâches administratives pour libérer du temps pour intervenir, soutenir, accompagner les humains. Alors, si on est effectivement, il y a un paquet de tâches que je dis qui ne sont pas à valeur humaine, immédiate, ajoutée. Donc, ces tâches-là, est-ce qu'elles peuvent être faites par une IA au lieu d'engager des personnes pour le faire, au lieu de perdre du temps et payer un salaire de direction pour faire des tâches cléricales? Et à ce moment-là, je pense que c'est de là qu'on peut faire des économies budgétaires, ce qui est un thème assez à la mode par les temps qui courent. OK. Deuxième nouvelle, on le sait, Ricardo Larrivé, le chef et animateur télé, s'est impliqué en éducation comme cofondateur des Lab Écoles avec Pierre Lavoie et l'architecte Pierre Thibault. Et là, il signe un documentaire produit par Pamplemousse Média qui va être diffusé le 30 mars prochain à 21h à ICI Télé et ICI Tout.tv. Et dans le fond, c'est un documentaire sur la qualité de nos écoles, donc des bâtiments. Ça s'appelle École sous pression. Enfin, le constat, c'est que 53% des écoles du Québec sont en mauvais état. C'est des bâtiments de plus de 50 ans, surpeuplés, inadéquats. Il fait la rencontre de direction d'enseignants et de parents pour parler de ça. Souvent, on le sait partout au Québec, les infrastructures sont un petit peu en désuétude à gauche et à droite, puis c'est des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars qu'il faudra investir. Puis on sous-estime. Les gens du milieu, non, mais les gens à l'extérieur sous-estiment l'impact de la qualité du bâtiment et des installations sur les apprentissages. On parle beaucoup de pratiques pédagogiques, du lien, tout ça est vrai, mais si dans ton milieu, il y a de la moisissure, ou s'il n'y a pas de fenêtre, ou si la qualité de l'air est pas bonne, mais c'est sûr que ça a un impact sur les apprentissages. Qu'est-ce que je rajoute à ça? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, il va y avoir un documentaire qui va le démontrer.
Mais je veux dire, les écoles sont dans des états lamentables. Heureusement, on Ouais. fait des belles nouvelles écoles. Faut le réaliser, faut surtout le souligner. Mais les hôpitaux sont maganés. Maisonneuve-Rosemont, on Ouais. entend parler régulièrement. Donc, les services publics se détériorent, les routes se détériorent. Et puis, c'est facile de blâmer le gouvernement, mais il faut blâmer les gouvernements, peu importe leur couleur depuis des décennies qui négligent ça. Puis parallèlement, mais il faut blâmer la société. Il faut nous blâmer aussi. OK. Troisième nouvelle, 75% des enseignants manquent de temps pour accompagner les élèves en difficulté, selon un sondage de l'Institut des troubles d'apprentissage. Puis parmi les causes nommées, il y a le manque de temps donc pour intervenir individuellement à 46%, des climats de classe difficiles à 27%, l'accès limité aux spécialistes à 24%. Puis ce qui est intéressant, c'est que la pratique inclusive la plus répandue à 41%, c'est l'utilisation des outils numériques, la synthèse vocale, support visuel, prédiction mots comme le logiciel WordQ et d'autres. Mais clairement, les enseignants ont besoin d'un coup de pouce parce que c'est difficile d'accompagner ces jeunes-là quand on manque de temps et qu'on manque de ressources pour nous aider à le faire. J'ai eu l'occasion de les accompagner en Finlande, justement, puis on est allé visiter des écoles, puis le thème, c'était l'inclusion, puis comment est-ce quel service on offre aux élèves en difficulté. Puis une des choses qu'on a remarqué, c'est qu'on travaille en amont au lieu de travailler en réaction, d'une part. Ouais. Il y a des ressources qui se déplacent dans les classes, donc on veut essayer le plus possible de garder l'élève dans la classe, dans son lieu d'appartenance, pour l'aider. On va le sortir de la classe en dernier recours. En ce qui concerne la question du manque de temps, puis moi, je ferai un lien avec la première nouvelle. Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider justement à faire ça? Au lieu d'évaluer, surévaluer, corriger, recorriger, recorriger, et ainsi de suite, toujours la même chose, poser 25 fois la même question dans le même examen pour s'assurer que tout a été bien compris. Est-ce qu'on est capable de diminuer une petite cure d'amaigrissement pour des évaluations, moins de corrections, plus de temps passé aux élèves? Est-ce Mm-hmm. qu'on est capable d'inclure l'évaluation et l'enseignement dans la même séquence au lieu d'en faire dans des temps différents? Bref, on pourra en parler très, très, Ouais, très longtemps. absolument. Mais il y a une partie qui appartient à l'école, à la dynamique scolaire. Il y a une partie qui appartient avec toutes les tâches, les autres tâches connexes qui sont imposées, mais il y a aussi une partie qui appartient à la gestion de ce temps-là par les enseignants. Puis avant d'aller à notre thème, je vais faire un petit retour sur le budget du gouvernement du Québec qui a été annoncé mercredi dernier, le 18 mars. J'en ai parlé la semaine dernière. Je vais simplement faire un petit récapitulatif de ce qui a été annoncé finalement. Donc, globalement, c'est une hausse de 2,4 % des dépenses en éducation. Ce qu'il faut retenir de ça, là, c'est que l'inflation en éducation se situe autour de 3,8 %. Puis c'est facile à comprendre. 80 % des dépenses en éducation sont les salaires. Et les salaires sont négociés par Québec à 3,5 % d'augmentation par année. Donc, quand on augmente le budget global moyen de 2,4 %, 80 % de nos dépenses augmentent à 3,5 %, ben, il y a un gap qu'il faudra combler. Le réseau estime la différence, le manque à gagner à 330 millions pour éviter de simplement couper dans les dépenses. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Cela dit, bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le programme Culture à l'école, qui était menacé de coupe complète là, pour les 3-4 prochaines années, finalement conserve son financement intégral de 119 millions sur 5 ans, ce qui permet entre autres à des auteurs d'aller en classe, d'aller parler aux élèves et de faire la promotion de la culture pour nos jeunes, ce qui est aussi évidemment très positif. Mais surtout, ce qui m'importe, c'est au lieu de chiffres, de pourcentage, de signes de dollars, c'est comment ça se concrétise dans le quotidien, surtout en fonction des besoins de chacune des écoles. Moi, c'est ça qui m'intéresse et qui m'interpelle. Marc-André, aujourd'hui, on parle de tous les besoins des acteurs du réseau. Il manque de ressources, manque d'outils. Puis en même temps, on sent que les profs et les acteurs ont aussi peur des outils qui sont réclamés. On parle d'intelligence artificielle, de tableau de bord. Comment est-ce que tu expliques cette notion-là de, oui, on veut des ressources, mais on veut pas ces outils-là pour nous aider? Ben, je pense que la première chose qu'il faut qu'on dise, c'est que c'est pas propre au milieu de l'éducation. Je pense que c'est un trait fondamentalement humain, là. Ça concerne pas mal n'importe qui dans un sens professionnel ou personnel. Puis souvent, l'usage qu'on en fait personnellement, on ne le projette pas vraiment dans notre travail. Mm-hmm. Puis l'autre chose aussi qu'il faut remarquer, et c'est aussi qui est profondément humain, c'est qu'on est en retard sur les outils qu'on se crée nous-mêmes pour je dirais, combler certains besoins qu'on a. Tu sais, je te donne un exemple, là. Quand on parle de technologie,
en 1969, les Américains ont mis des personnes sur la Lune. Présentement, ce qu'on a dans nos poches en termes de puissance de calcul, nos téléphones sont 100 000 fois plus puissants, puis jusqu'à 1 million de fois plus de stockage de données qui sont possibles. Fait qu'on a des outils vraiment C'est puissants, fou, hein? mais on les utilise comment? On va les utiliser en prenant des photos louches, en mettant des photos de nos chiens sur les réseaux sociaux, puis avec de la cyber-intimidation ou même en créant des fausses nouvelles. Donc, si on est en éducation, où est-ce qu'on a un rôle, premièrement, minimalement, de protéger les élèves, mais qu'on leur met dans les mains des outils qui sont hyper puissants ou qu'on sert nous-mêmes d'outils qui sont hyper puissants dans un cadre scolaire, ben on a cette petite crainte-là parce qu'il faut qu'on le dise. Les outils qui nous sont proposés puis qu'on réclame, comme tu le dis, ben, sont faits d'abord et avant tout pour le grand public. Donc, c'est pas une utilisation pédagogique, une utilisation scolaire qui respecte tout le temps automatiquement les règles. Donc, il faut que nous, on s'adapte à ça, ce qui va prendre aussi plus de temps. Ouais. Donc, si vous demandez à n'importe quelle direction, il va vous parler quand vous alliez parler numérique, il va vous parler de plagiat, il va vous parler d'intimidation, de cyber-intimidation, puis d'un paquet de problèmes. Donc, pour quelle raison est-ce que on est toujours aussi, puis là, on va utiliser des fois le mot résistance, là, qui peut être contesté comme mot, mais premièrement, il faut comprendre que les enseignants, comme les directions, n'ont pas eu la formation escomptée pour utiliser ces outils-là. On parle dans la formation des maîtres habituellement un gros cours de 45 heures sur l'utilisation du numérique. Puis ça dépend selon les universités. En quelle année a été suivi ce cours-là par les gens? Fait que tu sais, t'as beau avoir suivi un cours de 45 heures, aussi extraordinaire soit-il, si tu l'as suivi en 2006 ou en 2016, le monde a changé. Oui, clairement. Puis, mais tu vois, moi, la dernière fois que j'ai donné, c'était en 2022, ChatGPT venait de sortir. Fait que on montrait comment fonctionnait le TNI, par exemple, puis des plateformes de codage, des choses comme ça. Mais essentiellement, aujourd'hui, puis en 2022, ben, l'utilisation de l'IA a changé beaucoup. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une formation continue. Et puis troisièmement aussi, les technologies avancent tellement rapidement que c'est pas bien compliqué de dépasser à travers tout ça. Ouais. Donc, essentiellement, on demande au personnel scolaire d'utiliser des appareils qui sont pas conçus pour le monde scolaire. Puis on impose, puis ils ont cette obligation éthique-là, puis ce souci-là aussi, c'est pas juste une obligation, ils ont le souci de respecter les lois, puis de respecter un certain cadre d'éthique. Tu parlais d'autonomie professionnelle. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que les outils numériques ont le pouvoir d'amplifier. Ils amplifient ce qu'on fait de mieux, mais ils amplifient aussi ce qu'on fait de pire. Donc, quand on parle d'autonomie professionnelle, on parle de transparence. Fait que c'est sûr et certain que dans certains cas, il peut y avoir des personnes qui craignent l'utilisation je m'en ai dit de l'IA, mais du numérique, parce que ça peut mettre l'accent sur certaines difficultés qu'on peut avoir sur le plan professionnel. Oui, Là, ça met en lumière les lacunes qu'on a de la misère à faire maintenant. Tu sais, les tâches pour lesquelles on a plus de difficultés. Comme ça met en lumière nos forces aussi. Là. Tu sais, il faut pas oublier, c'est les deux côtés. Mais étant donné qu'on travaille dans un milieu où les difficultés tu sais, on s'entend, on a un rôle de modèle. Là. Donc, faut pas vraiment afficher et exposer ces difficultés-là, ces lacunes-là. Pourtant, on a tous des lacunes dans notre travail. T'en as dans le travail que tu fais, j'en ai dans celui que je fais également. Donc, c'est d'être capable de se dire, bon, mais parfait, qu'est-ce qui est amplifié, qu'est-ce qui est transparent, puis comment surtout je peux pallier à ces difficultés-là, pas pour les cacher, mais pour m'améliorer. Fait qu'il y a toute la question du développement professionnel qui vient avec ça aussi. Deuxième élément de l'autonomie professionnelle, c'est la désirabilité des interventions. Okay. Tu as encore un lien avec les outils. Donc, pourquoi est-ce que je veux intervenir de telle façon? Pour quelle raison, moi, j'utilise un cahier d'exercice puis un manuel scolaire en 2026, puis j'utilise pas l'IA ou des plateformes informatiques. Puis, dans un cas comme dans l'autre, faut pas que j'utilise toujours le même outil, que ce soit un manuel ou que ce soit la dernière technologie à la fine pointe. C'est pourquoi je l'utilise, quels sont les besoins de mes élèves, puis des fois, avec un groupe, je vais utiliser tel outil, puis avec un autre groupe, je vais utiliser un autre. Donc, c'est d'être capable de se dire pourquoi j'utilise ces outils-là, quelles sont mes intentions, quelle est mon approche, quels sont les besoins de mes élèves. Donc, quand on parle d'autonomie professionnelle, essentiellement, puis ça, on n'entend pas énormément parler, on parle de transparence, puis on parle de désirabilité des interventions. C'est en ce sens-là que les technologies peuvent beaucoup nous aider ou des fois aussi nous nuire. J'ai beaucoup de conversations avec des enseignants, enseignantes, orthopédagogues, entre autres sur les technologies, l'intelligence artificielle. Puis un commentaire qui m'est retourné souvent, moi, ce que je dis, c'est que ça va changer la profession. Ça va changer le cheminement individualisé des élèves et ça va nécessairement changer toutes les professions, dont celle d'enseignant. Mais ce qui ressort comme commentaire, ou je dirais peut-être plus comme crainte, c'est
Oui, oui, mais il n'y a rien qui bat mon jugement professionnel. Je vois qu'il y a une crainte que la technologie tente de remplacer le jugement professionnel des acteurs, ou on peut le positionner différemment, c'est que les acteurs de l'éducation ont peur que la technologie soit meilleure qu'eux pour leur jugement professionnel, de par la capacité, entre autres, à l'IA, à intégrer une tonne d'informations et à la traiter beaucoup plus rapidement que l'humain peut le faire. T'en penses quoi de ça? Ben, j'en pense que ça dépend de la définition qu'on a de c'est quoi l'autonomie professionnelle. Mais je parle Pour du jugement. certains, Cette notion-là de ben, jugement. le jugement vient de l'autonomie aussi. Oui. Donc, c'est de juger puis de décider quelles sont les approches qu'on choisit de faire. Mais pour travailler dans les écoles depuis 26 ans, des fois, il y a des personnes qui vont utiliser ça parce qu'ils utilisent ça depuis tout le temps, puis qui connaissent, puis ils maîtrisent bien ça. Mais le jugement professionnel, c'est s'adapter à des nouvelles réalités ou à des réalités et de trouver les moyens d'intervenir. Puis là, tantôt, je parlais de désirabilité. Ben, c'est ça, c'est d'être capable de rendre nos interventions désirables en fonction des problématiques qu'on rencontre et des besoins des élèves qu'on sert essentiellement. Donc, le jugement professionnel, pour moi, ben, il est amplifié grâce au numérique qui va nous permettre justement de rentrer encore plus précisément dans les besoins de nos élèves, d'étoffer nos interventions puis nos approches pour mieux combler ces besoins-là. Fait que pour moi, ce discours-là, je le trouve un peu stérile parce que tout dépendant de comment on utilise le numérique, ben, ça va nous permettre de mieux répondre aux besoins des élèves, à mon sens. Prenons un exemple, la GRIX. Pour ceux qui ne connaissent pas la GRIX, c'est un organisme soutenu, financé par les CSS qui offre des services au centre de services scolaires. La conception d'examens, conception d'outils technologiques, les infrastructures technologiques, souvent c'est la GRIX qui gère ça pour les centres de services scolaires. Les portails, oui, le mosaïque portail, etc. Donc, la GRIX déploie des tableaux de bord avec des indicateurs de couleurs sur les élèves dans le but de repérer des élèves à risque de décrochage. Donc, le tableau de bord va dire tel élève est plus à risque que tel autre. Faites attention à cet élève-là. Et je reviens à cette notion-là de jugement, pas pour marteler mon point, mais il y en a des élèves qui passent sous le radar, puis qu'on a l'impression qu'ils sont sur une trajectoire correcte, puis qu'un tableau de bord va venir nous dire hey, non, tenant en compte son assiduité scolaire, tenant en compte ses résultats en français, tenant en compte les commentaires dans les bulletins, cet élève-là a une lumière rouge. Faites attention, il est à risque de décrochage. Comment est-ce que ça peut aider le monde scolaire à faire mieux son travail? Ben, premièrement, on a plus de données pour prendre des meilleures décisions. Fait que quand on se fie à son pif, même si souvent ça peut nous aider, mais c'est pas suffisant pour nous permettre de naviguer avec toutes les nouvelles complexités des élèves dans nos classes qui sont de plus en plus hétérogènes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se base sur juste nos perceptions, ben, on a peut-être juste un portrait à 180 degrés d'un élève. Tandis qu'avec des données, des tableaux de bord, on va être capable de corréler des données qu'on n'aurait probablement pas pensé mettre ensemble, d'avoir des chiffres, d'avoir des séquences, d'avoir des trajectoires qui vont nous permettre d'intervenir rapidement. Mais dans la majorité des cas, souvent, pour des directions ou des enseignants qui suivent bien leur classe ou leurs élèves, ces choses-là sont déjà mises en place avant. Il est question d'intervenir avant. Les couleurs dans le tableau de bord vont juste nous permettre de voir si on est au bon endroit ou pas au bon endroit en fonction des interventions qu'on va avoir mises en place. C'est rare actuellement qu'il y ait un rouge qui apparaît, puis oh mon Dieu, on l'avait pas vu venir. Ça me permet aussi de parler de quelque chose d'autre qui est intéressant et qui est important. Vous m'excuserez l'anglais, mais je vais citer une recherche qui a été faite par Pasi Sahlberg, un prof finlandais, puis je pense qu'aujourd'hui il est en Australie. Il parle de small data puis de big data. Le big data, on le sait, c'est les mégadonnées. Ouais. Donc ça, c'est la somme des grosses données qu'on utilise. On utilise l'IA pour forer, puis bon, trouver des éléments, des tendances. Mais le small data, c'est à tous les jours, c'est les relations qu'on a avec les jeunes. C'est le travail qu'on fait avec ces jeunes-là. C'est être capable de voir que cet élève-là va bien, il va pas bien, il y a un conflit à la maison, il y a une tache de spaghetti sur son chandail depuis une semaine et demie, il se lave pas souvent, bon bref. Ouais. Puis ça explique ces grosses données-là. Fait que on revient à où ça vient les compléter. Où ça vient les compléter, parce que les grosses données ne disent pas tout non plus, là. Ben, c'est ça vient leur donner un sens, puis ça vient incarner dans la pratique de façon organique, authentique, ces données-là, puis ces approches-là également. Fait que le chaînon, il est ici, c'est les mini-données, c'est l'enseignant dans la classe, c'est le directeur qui marche son école, puis qui voit, qui sent
qui constate ces choses-là, qui entend des choses également. Alors, fait que je reviens à tout ça. Les tableaux de bord nous donnent des tendances, nous confirment ce qu'on devrait normalement savoir. Des fois, ils peuvent nous donner des idées ou pas des idées, pardon, des perspectives qui nous ont échappé, mais c'est pas les données qui décident, c'est les êtres humains. Est-ce que c'est là où l'analogie médicale prend tout son sens aussi? C'est un médecin qui va recevoir des résultats de laboratoire, va pas nécessairement les remettre en question, mais il va agir avec cette information-là pour proposer un traitement ou pour mieux comprendre la situation. Donc, dans le cas d'un tableau de bord généré par l'intelligence artificielle qui prend en compte le big data, l'idée, c'est que ça vient juste ajouter de l'information pour que le professionnel puisse utiliser son jugement. Donc, ce que toi t'appelles l'intuition, là, tu sais, le jugement, la somme de connaissances micro, de l'expérience de l'élève, de l'expérience du prof pour aller dans la bonne direction. Pourquoi on n'est pas encore, puis c'est intéressant parce que en entrevue cette semaine, j'ai le Dominique Bertrand, le directeur général du CSS Marguerite Bourgeois, qui croit beaucoup aux données probantes. Pourquoi est-ce qu'en éducation, on n'est pas encore dans cette mouvance-là de prendre et les données probantes et les données concrètes terrain pour dicter les directions qu'on veut prendre avec nos élèves et nos milieux? Ben, moi, je te dirais que, si on fait référence à ce qui se passe au CSSMB, qui est un modèle à l'échelle nationale, là, ben, pour moi, c'est pas qu'ils utilisent des données probantes. Les données probantes, c'est des données qui sont contextualisées de façon précise, qui ont été mesurées quasiment en laboratoire. Et surtout, la particularité des données probantes en éducation, c'est justement qu'elles s'appuient sur des méta-analyses qui sont des milliers de recherches qui vont conclure à peu près la même chose. Ça, c'est une chose. Mais là où le CSSMB, probablement, parce que j'ai pas de passe à l'interne, là, mais à mon sens, excelle, c'est sa capacité à partir de la donnée qui est contextualisée et la recontextualiser, l'incarner dans ses milieux scolaires. Pour moi, elle est là la particularité. Donc, la donnée probante, c'est une chose, mais tous les milieux sont différents. Les élèves, c'est pas des rats de laboratoire. Les données probantes, c'est une photo à un moment précis, dans un contexte précis. Ouais. Donc, pour qu'on soit capable de le mettre puis de l'attacher à des jeunes qui sont en évolution, qui viennent de familles différentes, des milieux socio-démographiques différents, des milieux socio-économiques différents, ça prend du doigté, puis ça prend du leadership, bien sûr, ça prend une équipe qui y croit. Fait que pour moi, la particularité est surtout là. Alors, les données probantes, on s'en gargarise énormément, puis effectivement, c'est important, mais c'est surtout la façon qu'on l'incarne, qu'on le transfère dans nos milieux. On va l'entendre dans l'entrevue avec Dominique Bertrand, mais tu as 100% raison. C'est pas une application, puis il l'a mentionné 14 fois, c'est pas une application top-down. C'est pas les données probantes, faites ça maintenant. Eux, ils partent à l'inverse. Ils vont demander au milieu, donc une école, sur quel enjeu vous voulez agir maintenant. Ils vont amener les données probantes dans cet entonnoir-là. Le milieu va se les approprier, va implanter des façons de faire, des approches, peu importe, et ils vont s'évaluer en continu. Donc, c'est cette adaptation-là des données au milieu qui fait, je crois, tout le pouvoir de la démarche et non juste d'essayer d'appliquer une recette toute faite, là. Ben, je suis d'accord avec toi, Carlo. Puis, encore une fois, ça met l'accent sur la qualité du personnel avec qui on travaille, beaucoup plus que sur les données qu'on utilise. Ouais. Marc-André Girard, merci beaucoup. Salut. Notre entrevue de la semaine vous est présentée par WordQ, le logiciel de référence qui aide les élèves à surmonter les difficultés d'écriture avec sa prédiction de mots et sa lecture à voix haute. Découvrez WordQ sur nureka.co. Il est directeur général du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois dans l'ouest de Montréal depuis plus de 10 ans et sous sa gouverne, le CSSMB affiche le meilleur taux de diplomation parmi les 61 CSS francophones du Québec. Et le 11 février dernier, non satisfait de leurs résultats, il a lancé le premier conseil scientifique permanent d'un centre de services scolaires au Québec. Dominique Bertrand, bienvenue à cette semaine à l'école. Bonjour. Vous êtes à la tête du CSSMB là, depuis plus de 10 ans. Vous avez été enseignant avant. Est-ce qu'à un moment dans votre carrière d'enseignant, vous vous êtes dit les décisions qui se prennent en haut ont vraiment un impact sur ce qui se passe dans ma classe? Je dirais que ça a été quand même assez rapide. J'ai enseigné 5 ans. J'étais dans une école de milieu très défavorisé, au centre-ville de Saint-Jérôme, où plusieurs parents décidaient année après année de faire un choix d'école vers d'autres écoles. Donc, il a fallu se mobiliser
pour venir complètement renverser l'environnement éducatif de cette école-là. Les gens ne savent pas, mais le centre le savent peut-être pas, le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, c'est 69 000 élèves, 103 écoles ou établissements, 12 000 membres du personnel. C'est le deuxième plus gros CSS au Québec. Puis pour quelqu'un qui nous écoute, qui connaît pas l'ouest de Montréal, c'est quoi la réalité quotidienne de vos écoles? À Marguerite Bourgeois, on a un fort taux d'élèves qui proviennent de l'immigration. Là, Bonham-Molland, on a à peu près entre 4 500 et 5 000 élèves qui sont dans une classe d'accueil, représentant à peu près 300 classes d'accueil. Les 2/3 de nos jeunes n'ont pas le français comme langue maternelle. Plus de 35 % de nos élèves fréquentent une école de milieu défavorisé. Et j'en ajouterai une couche supplémentaire chez nous entre la 6e année et la première secondaire. Il y a 42 % de nos élèves qui vont fréquenter une école privée, puisqu'on a une très forte proportion d'écoles privées sur notre territoire. Donc, 42 % ça en fait le taux le plus élevé de jeunes qui quittent là, vers l'école privée. Donc, vous avez fait mention là, du taux de diplomation qui a atteint il y a 2 ans là, 90,8 %. Donc, on est vraiment très content de ce taux dans le contexte que je viens de vous décrire. Dans certaines de vos écoles, c'est jusqu'à 85 % des élèves qui sont issus de l'immigration. Ça ressemble à quoi le quotidien d'un prof dans ce contexte-là? En fait, on a développé beaucoup d'expertise pour l'accueil des jeunes qui sont issus de l'immigration. L'enjeu est lorsque ces jeunes, après 12, 15 ou 18 mois, intègrent une classe régulière. Mais souvent, on a observé au cours surtout des 3-4 dernières années, que le parcours migratoire de ces enfants-là est extrêmement complexe. Il y a des jeunes qui nous arrivent, ça leur a pris plus d'1 an à passer par l'Amérique du Sud, par le chemin Roxham où les parents ont été séparés. Donc, les jeunes nous arrivent avec des traumatismes qui sont pratiquement irréels. Alors, ça amène chez notre personnel une prise en charge qui est très importante, non seulement du côté pédagogique, mais également du côté social. Et souvent, je vous disais que le 2/3 des élèves n'ont pas le français comme langue maternelle, mais pour plusieurs jeunes, c'est souvent une deuxième, voire même une troisième langue. Et ça amène une difficulté supplémentaire là, au niveau de l'apprentissage du français. Vous l'avez dit, le taux de diplomation a grimpé jusqu'à 90,8 %, le meilleur score parmi les 61 CSS francophones. Puis on en parlait en pré-entrevue, vos garçons réussissent mieux que la moyenne nationale des filles au Québec, ce qui n'est pas rien dans cet enjeu-là de sous-performance des garçons à l'échelle nationale. Mais les données de la cohorte 2017 ont montré une baisse de 3,2 %. Donc, vous êtes à 87,6 % maintenant, incluant aussi chez les 4 groupes d'élèves vulnérables. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces chiffres-là? En fait, on est dans une glissade depuis les 2 dernières années qui s'observe là à la grandeur du Québec. Le Québec, au niveau de la diplomation, a reculé de 2 points. Sur l'île de Montréal, c'est 3,2 et chez nous, c'est 2,8. C'est du jamais vu, puisque dans les 10 dernières années, avec toutes les mesures qu'on a mises en place, on a observé vraiment une augmentation fulgurante de notre taux de diplomation. Ouais. Je pense que c'est de l'humilité. D'abord, ce qu'on observe là, c'est que les vulnérables. Ça fait 30 ans que je suis en éducation. J'aime bien dire qu'auparavant, les vulnérabilités des élèves s'additionnaient. Maintenant, elles se multiplient. Ça devient extrêmement complexe, notamment sur l'île de Montréal. Pour contrer ces problèmes-là, il faut s'y prendre de 2 façons. Premièrement, une approche systémique. On a besoin vraiment de toute la communauté éducative pour travailler ensemble. Et l'autre, c'est vraiment de se baser sur les données probantes. Donc, on souhaite mettre un frein le plus rapidement possible à cette glissade-là de la diplomation de nos élèves. Concrètement, dans la classe, ça veut dire quoi? Moi, cet automne, je suis allé durant 18 jours dans nos écoles primaires, secondaires. Je suis allé m'asseoir à peu près dans toutes les classes possibles de jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, qui ont une difficulté du langage, des jeunes qui ont un trouble grave du comportement ou des classes dites un petit peu plus régulière. J'ai eu l'occasion de discuter avec des dizaines et des dizaines de membres du personnel. Et ce qu'on observe concrètement, notamment chez nos plus jeunes, la cohorte préscolaire première année, c'est des jeunes qui ont un niveau d'habileté sociale très, très faible, un niveau de développement du langage, aussi du vocabulaire qui est très faible. Il y a des enseignantes là de préscolaire qui ont 20 ans d'expérience qui m'ont mentionné n'avoir jamais vu un si faible niveau de vocabulaire et ça se combine aussi avec des épisodes de violence qui sont répétitifs.
Puis, on observe aussi au niveau du secondaire des enjeux, par exemple, au niveau des épisodes de violence ou d'écarts de conduite là, qui sont plus élevés au cours des dernières années. Vous dites qu'il faut être aussi sérieux en éducation qu'on l'est en médecine. C'est une phrase qui est quand même lourde de sens. Pourquoi est-ce qu'en 2026, on n'est pas encore là? On n'est pas encore là parce que notre personnel scolaire peut entendre en 2026 de la part de gens qui prétendent être des experts en éducation une chose et son contraire. Donc, il est vraiment important de faire la part des choses entre les approches à fort impact au niveau de la réussite des élèves, des mythes pédagogiques qui perdurent depuis des années en éducation. Alors, c'est important pour nous, comme premiers dirigeants, vraiment de non seulement former les gens, mais de nous assurer de former les gens sur les données qui sont probantes et qui ont une robustesse scientifique. Donc, on n'accepterait pas en médecine, par exemple, de donner ou de commercialiser un médicament qui n'a pas fait ses preuves. Alors, quand on dit, j'aime bien dire qu'il faut être aussi sérieux en éducation qu'on l'est en médecine, ben c'est dans ce sens-là, avant de venir implanter des stratégies, il faut s'assurer vraiment de la robustesse scientifique. Si on traitait nos patients par l'intuition plutôt que par la science, on crierait au scandale. Pourquoi est-ce qu'on tolère encore ça au Québec? Il faut surtout éviter les fausses bonnes idées pour nos enfants, parce que ces fausses bonnes idées-là ou des stratégies pédagogiques qui ont un impact négatif sur la réussite des élèves, ben ça fait en sorte que ça creuse davantage l'écart entre nos élèves les plus vulnérables et nos élèves qui réussissent mieux là, à l'école. Vous avez lancé donc le nouveau conseil scientifique du Centre de services scolaires. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? D'un côté, il y a les chercheurs, de l'autre, les enseignants. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que ces deux groupes-là réussissent à se parler et à communiquer? Oui, c'est un maillage. En fait, on a fait appel à la communauté scientifique. On a choisi, je vous dirais, très rigoureusement les chercheurs qui vont travailler avec nous, qui ont des caractéristiques communes. C'est des gens qui sont très pragmatiques parce qu'il faut permettre à notre personnel en place d'avoir des stratégies où on est capable de les déployer dès le lendemain matin. Donc, le conseil scientifique, c'est une soixantaine de personnes qui vont mettre à contribution leur expertise dans le but d'en faire profiter aussi nos 103 établissements. Donc, la façon qu'on va fonctionner, c'est qu'on va mettre en place un certain nombre de stratégies qu'on va évaluer. Ça, c'est vraiment important d'évaluer la portée pour ensuite être capable de l'étendre à la grandeur de notre centre de service. Mais je vous dirais qu'on part pas de zéro. Depuis de nombreuses années à Marguerite Bourgeois, là, on a l'habitude de travailler avec des chercheurs qui a fait notamment là, le succès de notre organisation. Mais dans le contexte extrêmement complexe en ce moment, on doit donner un tour de vis supplémentaire pour aller un peu plus loin et d'une façon plus intensive de cette espèce de maillage-là avec les chercheurs. Quand un prof de troisième année à La Salle a de la difficulté avec un élève qui cumule plusieurs défis, comment est-ce que le conseil scientifique va avoir un impact sur la réalité de cet enseignant-là et de l'enfant? Mais dans un premier temps, il faut bien identifier les vulnérabilités dans notre organisation, ce qu'on a fait. Nous, on a un bureau de statistique et d'imputabilité qui nous permet vraiment d'identifier nos zones de vulnérabilité et on va venir cibler nos priorités. Et ça, ben, c'est les directions d'école avec leur équipe école qui vont venir établir nos priorités de travail du conseil scientifique. Et par la suite, on va regrouper un certain nombre de chercheurs. Par exemple, avec ce que vous venez de me présenter, ben, si l'enjeu, par exemple, est au niveau de la littératie en français, bon, on a l'équipe de Mme Lynne Laplante, la chaire de recherche en littératie, qui va venir nous donner un coup de main à ce sujet-là, toujours basé sur les résultats de la recherche par des outils qui sont concrets. Et par la suite, bon, on va en faire l'évaluation. Donc, c'est comment on est capable de venir supporter d'une façon très pragmatique notre personnel en salle de classe. Si vous aviez une baguette magique, là, qu'est-ce que vous changeriez dans la relation entre la recherche et le terrain en éducation au Québec? D'abord, le levier le plus puissant pour améliorer la réussite des élèves, c'est le développement professionnel. Et malheureusement, ça fait 30 ans que je suis en éducation, malheureusement, trop souvent, le développement professionnel s'est fait en ne respectant pas les principes de développement professionnel. Puis il y en a 5 principes. D'abord, ça doit améliorer la réussite des élèves, ça doit être basé sur des données probantes, ça doit être étalé dans le temps. Donc, de la formation ponctuelle d'un 3 heures où on nous présente 80 diapos PowerPoint, il y a 0 transfert en salle de classe.
ça prend aussi une approche qui est collaborative. Donc, c'est pas une approche top-down. Et finalement, ça prend une implication de la direction d'école qui exerce un leadership, qui est à la table, à la formation avec ses enseignants pour exercer ce leadership pédagogique-là dans une posture d'apprenant aussi. Et lorsque ces principes-là sont respectés, ben ça donne d'excellents résultats. Et quand je vous dis que le développement professionnel, c'est le levier le plus puissant, c'est aussi parce que ça améliore le sentiment d'efficacité personnelle. Mais c'est pas juste de former le monde. Il faut former les gens sur les bonnes approches qui sont reconnues parce que les gens n'ont pas de temps à perdre. Et par le passé, je pense que trop souvent, des gens ont été convoqués dans des séances de formation qui n'avaient peut-être pas de valeur ajoutée. Il faut qu'à la fin de la journée, l'enseignant soit capable de dire « Demain matin, je suis capable de mettre ces stratégies-là en place. » Et quand un enseignant ou un autre membre du personnel professionnel ou technicien en éducation spécialisée termine sa journée moins fatigué, qui voit l'impact que ça a sur la réussite de ses élèves, ben, on n'a pas besoin de faire de la promotion supplémentaire. Puis dans toutes les démarches qu'on a implantées à Marguerite-Bourgeoys, ça s'est toujours fait dans un premier temps là à petite échelle. Par exemple, toute la démarche d'enseignement efficace qu'on a fait chez nous, on a commencé avec 10 enseignants, 50, et c'est plus de 3200 personnes qui ont fait la formation de la TELUC en efficacité de l'enseignement. Pas parce qu'on a poussé d'une façon obligatoire, parce que les gens en ont entendu parler de leurs collègues et ça devient un incontournable. Ça a changé la façon des enseignants de voir leur rôle. Vous répondez quoi à ceux qui ont développé une forme de cynisme en disant « mais là, c'est rendu trop gros, trop compliqué, on peut rien changer ». On est actuellement dans une période de turbulence. Et dans une période de turbulence, d'abord, on peut pas se laisser distraire par toutes sortes de changements. Ça prend une cohérence organisationnelle à toute épreuve, parce qu'à un moment donné, si on veut s'adapter à tous les changements, on s'y perd complètement. Donc, d'avoir une espèce de plan d'action élaboré avec minutie et déployé avec rigueur, je pense que c'est vraiment le premier élément. Et de travailler dans des cycles qui sont courts. On implante, on mesure, on ajuste. On est des spécialistes des comités. Quelque chose qui marche pas, c'est soit qu'on met en place un comité ou un formulaire. C'est un ou l'autre. Alors, il faut s'éloigner de ça et il faut que la prise de décision de toute la communauté éducative se fasse sur des données probantes. En éducation, au Québec, on est bon pour écouter monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde a son opinion. Mais les réponses résident dans la recherche scientifique qui est rigoureuse et c'est là qu'on doit prendre toutes nos réponses et éviter des consultations à répétition auprès des gens qui se prétendent être des experts en éducation mais qui n'en sont pas. Dans 5 ans, si le conseil scientifique tient toutes ses promesses, ça change quoi pour la vie de vos élèves? Bien, au premier chef, ça vient changer, ça vient nous assurer de l'égalité des chances parce que c'est toujours les plus vulnérables qui écopent le plus lorsqu'on est en période de turbulence. Puis vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, nos 4 groupes d'élèves vulnérables, nos garçons, des jeunes qui ont un code de difficulté, nos jeunes qui sont issus de l'immigration, qui viennent de milieux défavorisés, puis certains ont ces 3-4 facteurs-là. Ouais. C'est eux, au premier chef, pour qui l'éducation doit faire une différence. L'ascenseur social est en panne pour ces groupes d'élèves vulnérables-là. Ma dernière question, puis c'est un peu ma préférée. Qu'est-ce que vous avez vu dans le monde en éducation où vous avez dit ça, là, on devrait avoir ça dans toutes les écoles du Québec? Oui. Notamment la mise en place en 2018 du Conseil scientifique de l'éducation nationale en France, avec qui on finalise une association, parce que là, des chercheurs qui sont vraiment très, très importants. Basé sur quoi? Basé sur un enseignement explicite et je veux pas prendre trop de temps pour vous donner toute l'information, mais des pays qui se prennent en charge et des États qui se prennent en charge aussi. Il y a des cas, par exemple, au Canada, en Alberta, qui, eux, au terme de la pandémie, notamment, plusieurs élèves avaient des écarts importants de retard en lecture. Ils ont réussi à rattraper 1 an et demi d'écart en lecture en seulement 4 mois et demi. Dominique Bertrand, directeur général du Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Est-ce
que je retiens de l'épisode d'aujourd'hui, c'est Marc-André qui l'a dit. Les outils numériques amplifient ce qu'on fait de mieux, mais aussi ce qu'on fait de pire. Puis ça, c'est pas mal confrontant parce qu'un miroir, ça ment pas. Un élève qu'on réussit à sauver grâce à un tableau de bord avant qu'il décroche, c'est un jeune qu'on sauve, puis ça, ça vaut beaucoup, beaucoup d'inconfort. Merci à Dominique Bertrand, directeur général du CSS Marguerite Bourgeois, pour sa présence à l'épisode. Et si cet épisode-là vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à l'envoyer à un collègue ou une collègue, une direction d'école, un enseignant, un parent qui hésite encore face à la place de la technologie. Oui, c'est normal d'avoir des inquiétudes. Il faut les conserver, ces inquiétudes-là. Mais le pouvoir et les attraits de la technologie peuvent faire un monde de différence pour les jeunes qu'on essaie d'accompagner. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye tout le monde.